Bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques de l'étrange. Comme certains d'entre vous le savent, j'étais en vacances ces derniers jours, et forcément, qui dit vacances dit beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres et beaucoup de temps à observer les paysages défiler derrière le pare-brise. Pendant ces trajets, je me suis surpris à repenser à quelque chose d'assez particulier, à quel point la route peut parfois devenir un endroit étrange. Parce qu'au fond de nous, lorsqu'on y réfléchit, la plupart d'entre nous passent des heures sur des routes désertes, s'arrêtent dans les stations-service au milieu de la nuit, traversent des villages inconnus et empruntent des chemins isolés sans jamais y penser. Et pourtant, certaines personnes ont vécu sur la route des expériences qu'elles n'ont jamais oubliées. Alors, pour marquer mon retour de vacances, j'ai eu envie de vous proposer un épisode spécial des tragédies du vivant, consacré aux histoires qui se déroulent sur la route. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, et bonne écoute. Notre première histoire débute dans la nuit du Nouvel An. Deux amis adolescents restent tranquillement à pied après une soirée lorsqu'une rencontre apparemment banale dans une station-service va rapidement prendre une tournure inquiétante. Ce qui ressemblait au départ à un simple inconnu un peu insistant va bientôt se transformer en une véritable course-poursuite à travers les rues désertes de leur quartier. C'est parti, place à l'histoire. Cette histoire s'est produite il y a presque 4 ans, dans les premières heures du Nouvel An. À l'époque, j'avais 18 ans et j'étais en dernière année de lycée. Je suis un homme et je mesure environ 1m78 pour un peu plus de 70 kg. Je vivais dans une banlieue plutôt tranquille et ce soir-là, je participais à une fête du Nouvel An organisée chez un ami qui habitait à une vingtaine de minutes à pied de chez moi. Vers 1h du matin, je m'apprêtais à rentrer avec un autre ami qui vivait dans la même rue que moi. Avant notre départ, l'ami qui organisait la soirée nous a proposé de nous ramener en voiture. Avec le recul, nous aurions probablement dû accepter, mais notre quartier était réputé sûr et nous nous sommes dit qu'à deux, personne ne viendrait nous embêter. Donc, nous avons refusé poliment. Nous avons dit au revoir à tout le monde et pris la route du retour. Les rues étaient quasiment désertes. Seules quelques voitures passaient de temps en temps. Heureusement, l'éclairage public était encore allumé et nous n'étions pas plongés dans l'obscurité totale. En chemin, mon ami a décidé d'acheter un paquet de cigarettes. Nous nous sommes donc arrêtés à une station-service ouverte toute la nuit. L'endroit était presque vide, une femme faisait le plein de sa voiture à une pompe. Et un homme se tenait devant le magasin, occupé à regarder son téléphone. Nous sommes entrés. Mon ami a acheté ses cigarettes, puis nous sommes ressortis. À peine dehors, il en a allumé une. Nous avions déjà rejoint le trottoir lorsque nous avons entendu quelqu'un nous interpeller derrière nous. « Hé, attendez !» Nous nous sommes retournés. C'était l'homme que nous avions aperçu devant la station-service. Il s'approchait rapidement de nous. Il devait avoir entre 20 et 25 ans, environ 1m73 et plutôt mince. Lorsqu'il nous a rejoints, il nous a demandé si nous avions du feu. Mon ami lui a tendu son briquet. L'homme a allumé sa cigarette, puis nous l'avons salué et nous avons repris notre chemin. Mais lui a continué à marcher derrière nous. « Vous allez où ?» demanda-t-il. Nous lui avons répondu que nous rentrions chez nous. Puis, nous lui avons retourné la question. Il nous expliqua que ses amis étaient à une fête non loin d'ici, qu'il était sorti prendre l'air quelques minutes avant de retourner les rejoindre. Puis, il nous lança « Vous voulez venir ?» À ce moment-là, quelque chose a commencé à me mettre mal à l'aise. Pourquoi un homme d'une vingtaine d'années proposerait-il à deux adolescents qu'il venait de rencontrer de l'accompagner à une soirée ? Nous avons refusé, bien évidemment, en expliquant que nous ne le connaissions pas et que nous ne connaissons personne à cette fête. L'homme s'est mis à rire. « Vous avez l'air sympa pourtant. Vous devriez vous détendre un peu. » Pour essayer de mettre un terme à la conversation, nous lui avons précisé notre âge. Mon ami avait 18 ans et moi 17. Nous pensions qu'il comprendrait le message, mais il a simplement souri. L'âge ne me dérange pas. Mon petit frère a 16 ans et il fait souvent la fête avec moi et ses amis. À ce stade, nous étions à moins de 10 minutes de nos maisons et nous n'avions aucune envie que ce type sache où nous habitions. Je finis par lui répondre sèchement. « Écoute, on n'ira nulle part avec toi, alors arrête de nous suivre et laisse-nous tranquilles. » Son visage s'est immédiatement assombri. Puis, il s'est mis à hurler. Il nous a traités d'ingrats, d'imbéciles. Il a commencé à insulter mon ami avec des propos racistes particulièrement violents. Mon ami lui a crié de dégager avant qu'il ne lui casse la gueule. Et l'homme a finalement tourné les talons en courant. Nous avons continué notre route, dégoûtés par ce qui venait de se passer. Nous nous sommes dit qu'il était probablement ivre ou drogué. Quelques minutes plus tard, alors que nous approchions de notre quartier, une voiture a ralenti derrière nous. Nous avons entendu les vitres se baisser, et lorsque nous avons regardé à l'intérieur, nous avons reconnu l'homme. Il n'était plus seul. Deux autres personnes l'accompagnaient. Un homme de son âge et une femme qui semblait avoir une trentaine d'années bien passées. L'homme nous adressa un sourire. « Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Pourquoi pas venir avec nous finalement ?» Je me suis tourné vers mon ami et lui ai murmuré « Il faut qu'on s'éloigne d'eux. » Mon ami leur répondit que nous n'irions nulle part et qu'il devait nous laisser tranquilles. Quelques secondes de silence suivirent. Puis, l'homme prononça une phrase que je n'oublierai jamais. « Vous allez venir avec nous. » D'une manière ou d'une autre, la voiture s'est arrêtée brutalement. Les trois occupants sont sortis, et sans réfléchir davantage, nous avons pris nos jambes à nos coups. Nous avons tourné dans une rue latérale, puis mon ami a crié « Vers le parc, on va les semer dans le parc !» Je me suis retourné, et mon sang s'est glacé. Les trois adultes couraient derrière nous. Nous avons foncé dans le parc, puis dans une zone boisée particulièrement sombre.
Je paniquais complètement, je ne voyais presque rien. J'avais peur de trébucher, peur qu'il nous rattrape. Peur de découvrir ce qu'il nous voulait réellement. Derrière nous, l'un d'eux est tombé lourdement au sol. Il hurla. Ce petit incident nous a permis de gagner quelques précieuses secondes. Nous avons atteint un sentier éclairé, puis nous avons entendu leur voix. On les a perdus, cria l'un d'hommes. Séparons-nous et cherchons-les, hurla la femme. Cette phrase m'a glacé le sang. Ils nous traquaient littéralement. Nous avons finalement trouvé refuge dans les toilettes publiques du parc. Essoufflés, terrifiés, nous sommes restés cachés plusieurs minutes. Avec le recul, nous aurions probablement dû appeler la police immédiatement, mais à cet instant, nous ne pensions qu'à une seule chose, nous échapper. Après quelques minutes, nous avons quitté notre cachette et couru vers la sortie la plus proche. Nous étions presque arrivés lorsqu'une voix a retenti derrière nous. « Je les ai trouvés !» Nous avons alors sprinté aussi vite que possible à nouveau, sans jamais regarder derrière nous, jusqu'à atteindre ma maison. J'ai ouvert la porte, nous nous sommes précipités à l'intérieur puis je l'ai verrouillée. Nous nous sommes effondrés sur le canapé à bout de souffle. Pendant de longues minutes, nous sommes restés là, en silence, espérant qu'ils ne nous avaient pas suivis. Je regardais régulièrement par la fenêtre, mais personne n'est jamais apparu. Plus tard, nous avons essayé de comprendre. Que voulait-il réellement ? Nous voler, nous agresser ? Nous enlever peut-être ? Je ne le saurais probablement jamais. Mon ami est finalement rentré chez lui, une trentaine de minutes plus tard. Le lendemain matin, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Ils ont été soulagés que nous soyons sains et saufs. Mais ils nous ont aussi reproché de ne pas avoir accepté la voiture proposée plus tôt dans la soirée. Nous avons fini par déposer une plainte auprès de la police. Nous leur avons fourni toutes les informations dont nous nous souvenions. Mais nous n'avons jamais eu de nouvelles. Aujourd'hui encore, je me demande parfois ce qui se serait passé si ces 3 personnes nous avaient rattrapés cette nuit-là. Une chose est certaine, je n'ai aucune envie de les revoir un jour. Une histoire sympa, bien flippante, comme d'hab, comme très souvent, en fait, je pense que c'est inévitablement ce qui va revenir la plupart du temps, puisque les gens arrivent, les gens sont en capacité de nous expliquer des histoires, donc c'est que généralement, les agresseurs, les gens étranges n'ont pas réussi à arriver à leur fin. Donc encore une fois, bien flippant, on sait pas ce qu'ils veulent. Ça ressemble vachement à des tentatives de kidnapping. L'excuse de la soirée au début, elle paraît pas du tout plausible. La situation elle part en sucette archi vite, puisque d'une seconde à l'autre, ils marchent tout seuls, puis voiture, 2 personnes avec eux. Ça a été très vite entre deux, donc on imagine que les 2 personnes en question qui ont rejoint l'agresseur, elles étaient à l'affût, pas loin. Ça rend le truc encore plus étrange. Sympa cette histoire. Maintenant on passe à notre deuxième histoire qui est bien différente. Cette fois il ne sera pas question de poursuite, de menaces clairement identifiées, mais plutôt de ce sentiment étrange que quelque chose ne va pas sans pouvoir expliquer pourquoi. Lors d'une simple soirée nocturne en montagne, 2 amis vont apercevoir un détail qui paraît insignifiant au premier abord. Pourtant, ce petit détail va déclencher chez l'une d'elles une intuition si forte qu'elle décidera de faire demi-tour immédiatement. Et parfois, ce sont justement les histoires où il ne se passe presque rien qui deviennent les plus troublantes. Allons-y. Il y a environ 1 mois, à la fin de l'été, mon amie Rose et moi avions décidé d'aller faire un tour en montagne. J'ai grandi presque en dehors des limites de la ville, et j'ai parcouru ces routes de montagne des centaines de fois. Rose, elle, connaissait beaucoup moins les lieux. Elle n'était montée là-haut que quelques fois. J'avais hâte de lui montrer à quel point les montagnes pouvaient être magnifiques la nuit, surtout lorsqu'on descend vers la ville et que toutes les lumières apparaissent au loin au milieu de l'obscurité. J'écoute énormément de récits inquiétants et je regarde beaucoup de films d'horreur. Et étrangement, je pense que cette habitude nous a probablement aidés ce soir-là. Nous sommes partis à bord de mon vieux Toyota de 2003, un véhicule fiable qui avait déjà effectué ce trajet des dizaines de fois sans jamais poser le moindre problème. Après plusieurs kilomètres, la route goudronnée laissa place à une piste de gravier qui s'enfonce davantage dans la montagne. Juste avant ces transitions, je trouve une grande zone de terre battue où les gens garent parfois leurs camions ou leurs remorques. En passant devant, j'ai remarqué que l'endroit était complètement vide. Rien d'anormal pour cette heure de la nuit. Il était environ 22 heures. Le soleil était couché depuis longtemps. La lumière automatique de la ville s'était allumée. Mais dans les montagnes, je n'avais pratiquement jamais vu de lumière artificielle. La plupart des terrains appartenaient à des agriculteurs. Ils étaient entourés de clôtures verrouillées et de panneaux propriété privée. Certains pouvaient même avoir parfois des impacts de balles, comme pour rappeler aux curieux qu'ils n'étaient pas les bienvenus. À mesure que nous avancions, quelque chose attira mon attention. Une lumière. Une unique lumière orangée au milieu d'un champ. Au début, cela ne m'inquiétait pas particulièrement. Certains systèmes d'irrigation possèdent des lampes programmées qui s'allument automatiquement la nuit. Mais après quelques secondes, quelque chose me dérangea. Cette lumière n'était pas au bon endroit. Je connaissais cette zone presque par cœur, et je n'avais jamais vu de lumière ici. Jamais. Merde, ai-je soufflé. Ce n'était probablement pas ce que Rose espérait entendre lors de sa première excursion nocturne en montagne. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Je pointai la lumière du doigt.
Je sais que les agriculteurs travaillent beaucoup en cette période de l'année, alors une lumière dans un champ pourrait avoir du sens, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. Dans l'obscurité, je ne distinguais plus les clôtures ni les rochers qui marquaient normalement les limites du terrain. Pourtant, je savais exactement où nous étions, et cette lumière n'avait rien à faire là. Une partie de moi voulait continuer. Les montagnes étaient magnifiques sous la lumière de la demi-lune, et Rose n'avait encore jamais vu ce paysage de nuit. Mais une autre partie de moi me soufflait que quelque chose n'allait pas. J'avais passé des centaines d'heures à écouter des histoires d'horreur. Si elle m'avait appris quelque chose, c'est qu'il faut parfois écouter son instinct. Désolé Rose, mais je vais faire demi-tour. Si c'était les phares de tracteur, je continuerais, mais cette lumière ne me plaît pas du tout. Rose accepta immédiatement, sans protester. Nous avons donc fait demi-tour, et c'est à ce moment qu'une sensation étrange m'envahit, comme si une horloge invisible venait de se mettre à tourner, comme si nous n'avions plus beaucoup de temps. Rose, tu peux attraper la poignée au-dessus de la porte. Pourquoi ? Je vais rouler un peu plus vite que d'habitude. Je te promets qu'on ne risque rien. Sans poser davantage de questions, elle saisit la poignée, et j'accélérai. Je ne savais pas pourquoi, je ressentais simplement le besoin pressant de quitter cet endroit. Nous avons foncé vers la route, goudronnée aussi vite que je l'osais. Et mon malaise ne fit qu'augmenter lorsque nous arrivâmes à la zone où les camions stationnent habituellement, parce qu'elle n'était plus vide. Un camion blanc et une remorque plate se trouvaient désormais à l'endroit exact où il n'y avait absolument personne 10 minutes auparavant. Autour du véhicule se tenaient 5 ou 6 hommes. Les phares étaient allumés. L'un d'eux descenda du véhicule tout-terrain de la remorque à une vitesse telle que j'ai cru qu'il allait percuter ses propres amis. Tout semblait précipité, désordonné, urgent. Je suis passé devant sans ralentir et j'ai aperçu quelqu'un courir derrière notre véhicule. Je me suis immédiatement engagé sur la route qui menait vers la ville. Rose, dis-je en accélérant encore. Ces gens étaient là quand on a été monté ? Je voulais simplement vérifier que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. Non, répondit-elle calmement. Je hochai la tête, puis j'appuyai davantage sur l'accélérateur. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Aucun véhicule ne nous suivait, mais il restait encore plusieurs kilomètres de route parfaitement droite avant de rejoindre la civilisation. Tu as trouvé qu'ils avaient l'air pressés ? Demandai-je. Rose eut un petit rire nerveux. Un peu, oui. Pendant tout le trajet, nous avons continué à surveiller derrière nous. Heureusement, personne n'est apparu. Finalement, nous avons rejoint un restaurant encore animé en ville. Nous sommes restés plusieurs minutes dans la voiture, le temps de retrouver notre calme. Puis, nous avons essayé de comprendre. Pourquoi ces hommes étaient-ils arrivés aussi soudainement au milieu de la nuit ? Rose suggéra qu'ils étaient peut-être venus aider des amis en difficulté. Mais cette explication ne me convainquait pas. Personne ne campe dans cette zone. Tous les terrains appartiennent à des propriétés privées. Aujourd'hui encore, je suis heureuse que nous ayons décidé de faire demi-tour, parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passait réellement là-haut cette nuit-là. Et je préfère probablement ne jamais le savoir. Comme d'habitude, on est dans l'inconnu. Le pressentiment de la personne qui explique l'histoire paraît quand même plutôt justifié. Elle connaît les lieux, elle a jamais vu de lumière étrange comme ça. Ça peut ne rien être, mais ça peut être aussi un signe que quelque chose d'inhabituel se passe. Les gens qui sont vachement agités autour de leur voiture, c'est pas mal troublant. Ça peut être une coïncidence. Peut-être qu'ils sont juste dans une situation spécifique qui fait que ils sont pressés, mais ça nous laisse quand même dans le doute. Je pense que par sécurité, la personne elle a mieux fait de quitter les lieux. C'était peut-être plus sage. Voilà. C'est ici que se termine ce petit épisode un peu spécial des tragédies du vivant. Donc je m'excuse, mais vous avez dû l'entendre, je suis un peu enrhumé, j'ai dormi la fenêtre ouverte, mauvaise idée. Ma voix est un peu cassée, j'ai du mal à articuler, du moins plus que d'habitude, mais bon. Comme toujours, vous me dites en commentaire si les histoires vous ont marqué, si vous avez des hypothèses, si vous avez quelque chose à expliquer. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire chez les Chroniques de l'étrange.